L'Ukraine a fait quelque chose d'incroyable avec ses drones terrestres. Dans cette vidéo, nous explorons comment l'Ukraine utilise ces nouveaux outils pour dévaster les forces russes, ainsi que l'impact que les véhicules terrestres sans pilote ou UGV pourraient avoir sur la guerre. D'abord, nous nous dirigeons vers Vovchansk. Ancienne ville d'abord peuplée sous le Tsarat de Russie en 1674, Vovchansk fait partie de la région de Kharkiv. Avant le début de la guerre, elle comptait 17 459 habitants. Maintenant, cette population est d'environ 300. La raison est que Vovchansk a été une cible clé russe lors de son offensive à Kiev. Ce qui était autrefois une petite ville, bien que vibrante, a été réduit à des décombres par les bombardements constants de l'artillerie et des bombes russes. Pourtant, c'est aussi à Vovchansk que l'Ukraine a déchaîné une arme contrairement à tout ce que la Russie a jamais vu. En mai 2024, la Russie a lancé une nouvelle offensive terrestre visant la ville de Kharkiv. Elle a avancé rapidement, prenant plusieurs petits villages frontaliers, avant d'arriver à Vovchansk. La petite ville n'est qu'à 25 miles de Kharkiv, et sert peut-être de plus grand obstacle à la véritable cible russe. C'est à Vovchansk que les forces ukrainiennes se sont fortifiées et ont tenu bon. La 82e brigade d'assaut aérien et d'autres brigades ukrainiennes sont arrivées pour stopper les soldats russes. Des semaines de combats acharnés ont suivi. Finalement, l'Ukraine a repoussé les soldats russes jusqu'à la rivière Vovcha traversant Vovchansk. La Russie a repris le contrôle de l'usine chimique Public Joint Stock Company Volchansky, sur la rive droite de la rivière, dans le but apparent de l'utiliser comme point de départ pour traverser vers le sud de la ville. Le plan a échoué. L'Ukraine a intelligemment attaqué l'usine depuis l'ouest, encerclant essentiellement les Russes stationnés dans l'usine et les isolant des autres soldats russes stationnés à l'ouest. Aucune évacuation n'était possible. Aucun renfort n'arriverait. Lorsque les soldats russes dans l'usine chimique ont réalisé leur situation, ils se sont rendus par dizaines. Une triste démonstration pour une armée censée avoir une puissance écrasante et des tactiques supérieures. Mais quel est le rapport avec les drones, ça ? Tout se résume à l'usine chimique. En capturant la position, la Russie a obtenu un point d'observation élevé pour surveiller la quasi-totalité de la petite ville qu'elle visait à conquérir. Elle avait établi une solide défense. L'attaque de l'Ukraine depuis l'ouest de l'usine illustrait comment ses soldats ont identifié et exploité une vulnérabilité clé dans cette position défensive. Néanmoins, cette attaque n'aurait pas été réalisable sans l'emploi très malin d'un VGU. Encercler les Russes dans cette usine s'est avéré plus complexe que prévu. L'armée de l'air ukrainienne a été sollicitée pour bombarder l'usine avec des bombes guidées dans le but de déloger les Russes. Ces frappes ont échoué, non pas à cause de l'inefficacité des bombes, mais parce que l'Ukraine n'en avait pas suffisamment pour soutenir l'attaque. Malgré l'utilisation efficace des drones kamikazes et porteurs de bombes par l'Ukraine tout au long de la guerre, les bombardements par drones aériens se sont révélés inefficaces, n'offrant pas la puissance de feu nécessaire. Les charges explosives des drones étaient insuffisantes pour percer les défenses de l'usine chimique. Les soldats ukrainiens ont été créatifs. Face au défi de décimer les positions de tir russes à l'usine pour permettre à ses soldats de prendre d'assaut les défenses russes, l'Ukraine s'est tournée vers la récupération. Les voitures électriques, principalement importées de l'étranger, étaient leur cible. Les épaves de ces véhicules fournissèrent des batteries et des alternateurs qui pouvaient alimenter les drones ukrainiens bombardant la position russe. Mais ils avaient une autre utilisation. Pendant l'opération de récupération, les troupes ukrainiennes ont découvert une bonbonne d'hydrogène intacte à l'intérieur de l'épave d'une Toyota Mirai, pesant plus de 200 kg. Cette bonbonne offrait un potentiel explosif bien plus grand que les véhicules aériens sans pilote que l'Ukraine avait précédemment utilisés pour attaquer l'usine chimique. Avec cela, l'Ukraine pourrait lancer une arme comparable aux bombes aériennes les plus dévastatrices. De puissantes ondes de choc, des boules de feu, et même un nuage en forme de champignon pourrait émerger de cette bonbonne d'hydrogène, vaporisant la position de tir russe et ouvrant la porte à la reprise de l'usine. Il y avait un problème. L'Ukraine n'avait aucun moyen de lancer sa bombe bricolée. Ces avions avaient déjà été détournés de l'usine chimique, appelés à fournir un soutien ailleurs. Aucun de ces UAV n'était assez grand pour transporter la bonbonne d'hydrogène. Même s'il l'était, la taille pure de la bonbonne en ferait une cible facile pour les Russes stationnés dans l'usine. L'Ukraine possédait une arme décisive mais ne pouvait pas l'utiliser, alors les soldats ont eu recours à un drone terrestre. En chargeant la bonbonne sur le drone, ils l'ont envoyé à travers les restes d'un pont partiellement détruit dans la rue Metalista. C'était un coup de génie. Le pont se trouvait juste à l'est de l'usine, ce qui l'aurait rendu détectable par les troupes russes, sans une couverture d'arbres importante entre les deux. Le drone avançait lentement sur le pont étroit, en direction de l'édifice le plus proche de l'usine chimique. Alors qu'il se rapprochait, les Ukrainiens ont déclenché la cartouche d'hydrogène attachée au drone. Boum.
Une énorme explosion a secoué le bâtiment, le feu qui a suivi suggérant que l'Ukraine venait de détruire un dépôt de munitions. Cela aurait déjà été assez dévastateur pour les soldats russes dans l'usine. Cependant, le bâtiment ciblé par le drone ukrainien était aussi l'unique position de tir établie par les Russes. Avec l'immeuble en feu, les troupes ont dû évacuer avant de rejoindre d'autres soldats de l'usine pour contre-attaquer. Chaque Russe a tourné son attention vers le bâtiment en flammes, anticipant une attaque ukrainienne à travers les décombres. Cette attaque est venue, mais pas de la direction que les soldats russes anticipaient. L'Ukraine a utilisé sa bombe drone terrestre pour distraire et éliminer l'unique position de tir russe dans l'usine chimique. Profitant de la distraction des Russes, l'Ukraine a pu envoyer des soldats dans la rue Sobunaya, ce qui était auparavant impossible car la Russie l'a surveillée depuis sa position de tir. La rue non défendue a été prise, coupant la principale voie d'approvisionnement des soldats russes à l'intérieur de l'usine chimique alors que leurs munitions limitées brûlaient autour d'eux. Peu de temps après, les soldats ukrainiens avaient encerclé les Russes à l'intérieur de l'usine chimique toujours en flammes, forçant des redditions en masse et mettant fin à la dernière tentative de Poutine de prendre Vovchansk. Et tout cela a été fait en utilisant un drone à peine plus grand qu'une voiture RC et un réservoir d'hydrogène réutilisé d'un véhicule accidenté. Un coup de génie qui a révélé une nouvelle tactique pour l'Ukraine. Il n'a plus besoin d'envoyer des hommes sur les positions russes. Il n'a plus besoin de l'aide étrangère pour fournir les bombes et les missiles nécessaires aux frappes sur les positions fortifiées. Grâce à sa ruse, son ingéniosité et ses tactiques top supérieures, l'Ukraine possède maintenant une arme pouvant causer d'importants dégâts, là où elle a redéployé. Cela a ouvert de nouvelles frontières dans la guerre en Ukraine. Et le plus fou dans cette frappe incroyable, c'est que ce n'est pas la première fois que l'Ukraine utilise des drones terrestres contre la Russie. Il y en a beaucoup plus. Bien que l'attaque sur l'usine chimique de Vovchan puisse être l'exemple le plus impressionnant de l'Ukraine utilisant la combinaison de RC, de voitures et de bombes pour semer le chaos en Russie, la tactique n'était qu'une extension explosive d'un concept que l'Ukraine utilise depuis bien plus d'un an. En juillet 2023, Reuters a rapporté sur les développeurs de nouveaux drones terrestres. Répartis dans tout le pays, les ingénieurs ukrainiens ont développé des variations de ces drones, beaucoup utilisant des pièces récupérées. L'un de ces ingénieurs est Yevhen Natok, âgé de 22 ans. Son design est une petite machine verte, presque indétectable, fonctionnant sur des pistes. Elle ressemblerait à un petit modèle de char, si ce n'était pour le fait qu'elle a une mine terrestre attachée à son dos. Tandis que le drone terrestre de fortune utilisé à Vovchansk a tiré parti des arbres pour atteindre une position russe, celui de Natok est bien plus furtif. De l'herbe longue suffit pour qu'il atteigne une position russe. Quand le drone s'approche, c'est terminé. S'ils le voient à cette distance, ils n'auront même pas le temps de prier, a déclaré Natok à Reuters en parlant de son drone. Natok ne se limite pas aux mines, il a créé diverses tailles et capacités de drones terrestres. Le plus petit peut contenir des explosifs ou des mines attachées. Cependant, il a également construit des drones pouvant transporter des mitrailleuses télécommandées jusqu'à 6 miles de l'opérateur. En juillet 2023, il travaillait aussi sur une plus grande variation de son drone, pouvant transporter un canon de 20 mm, tirant des obus capables de pénétrer l'armure d'un char. La Russie a déjà perdu plus de 8000 chars dans la guerre. L'arrivée de petits véhicules indétectables et non ciblables par ces chars pourrait dévaster les forces de Poutine. Imaginez une petite flotte de drones portant des canons de 21 mm, faisant des trous dans les chars pendant que des drones encore plus petits se cachent dans les hautes herbes, attendant d'exploser alors qu'un bataillon russe est plongé dans le chaos. Ce sont ces drones terrestres, au potentiel dévastateur, une puissance de feu et une force explosive redoutable, utilisées par des troupes ukrainiennes à des kilomètres du combat. Le Sun partage plus de détails sur le drone novateur de la Natok sur YouTube. Les images présentent une autre version de la machine, équipée de grandes roues, traversant un champ. Il a la taille d'une grande voiture RC, avec une mine camouflée attachée sur le dessus. Les images passent à une vue à la première personne, démontrant qu'il y a une petite caméra intégrée dans le drone qui permet à l'opérateur de suivre et de contrôler ses mouvements. Natok était convaincu que ces drones sont perturbateurs. Si nous avions eu ces drones au début de la guerre, les Russes auraient été confrontés sur chaque route, a-t-il déclaré au Sun. Les convois n'auraient pas eu une chance, dit-il. Les drones, cachés dans les arbres, attendaient à l'approche des chars et véhicules blindés russes pour passer à l'action. Puis, une attaque. Les drones sortiraient en masse et exploseraient, laissant derrière eux les débris de chars, de véhicules blindés et les malheureux soldats russes pris dans leur sillage. Il est ardu de réfuter l'argument de Natok. Les drones qu'il a créés sont discrets et difficiles à abattre, même s'ils sont repérés, grâce à leur petite taille et leur vitesse. Cela ne fait que les rendre plus terrifiants pour les soldats russes. Imaginez voir ce qui ressemble à une voiture télécommandée foncer vers votre position.
Il faut un instant à votre cerveau pour comprendre ce qu'est cette petite voiture qui se déplace rapidement, et un instant de plus pour identifier qu'elle transporte un explosif. En visant et tirant avec votre fusil, le drone a réduit la distance et est presque à votre position. Même un coup direct entraînera une explosion dévastatrice, mais vous devez tirer. Si vous ne le faites pas, la voiture va simplement vous atteindre et exploser de toute façon. La Russie a de quoi s'inquiéter. Natok n'est pas le seul ingénieur à développer de nouvelles méthodes d'attaque de position russe par drone. Il fait partie des ingénieurs développant de nouvelles idées pour contrer la guerre de chars et de tranchées menée par Poutine. Dans une guerre terrestre de style Seconde Guerre mondiale, il semble que l'innovation va mener à la victoire ukrainienne. Les drones de destruction de tranchées conçus par l'Ukraine sont d'autres exemples pertinents. En avril 2024, des images ont montré les forces ukrainiennes utilisant une autre variation d'un véhicule terrestre sans pilote pour attaquer la Russie, postée par la 63e brigade mécanisée. La vidéo montre un drone traversant un terrain légèrement inégal, en route vers une tranchée russe. Le petit véhicule se fraye un chemin dans la tranchée avant une pause. Puis, une explosion. Les images continuent de montrer plusieurs autres de ces drones, chacun suivant la même stratégie. Ils se déplacent, souvent sous le couvert de l'herbe, mais parfois à découvert, jusqu'à une tranchée. On voit explosion après explosion, avec des tranchées qui s'effondrent sur elles-mêmes sous la force. Ces drones sont appelés Rattle-S, et ils sont similaires à la fois aux drones de minage de la Natok et aux UAV kamikazes que l'Ukraine a si bien utilisés tout au long de la guerre. L'Ukraine emploie également d'autres drones pour faire face aux tranchées russes. Septembre 2024 a apporté avec lui des nouvelles d'une autre variation de véhicules terrestres sans pilote. Le Fury présenté en mai 2024 est un véhicule terrestre sans pilote quadricycle de la taille d'un chariot de supermarché, équipé d'une mitrailleuse. Il agit comme un mini-char. En septembre, l'Ukraine a déployé avec succès le Fury pour la première fois dans l'oblast de Koursk, envahi en août. Le véhicule a évité les mines autour de la tranchée, atteignant la position russe avec l'aide de tirs de mortier et d'autres drones explosifs. Une fois en position, la mitrailleuse a tiré. Le résultat ? Une partie de l'ennemi a été détruite, le reste a fui, a déclaré le premier détachement du 8e régiment spécial de Koursk. Cette variante de VGU sera encore plus effrayante pour la Russie, car elle est pérenne. Le premier détachement affirme qu'il a subi plusieurs coups de drone en première personne et de roquettes anti-chars russes, et a quand même réussi à atteindre sa cible, à tuer plusieurs Russes, puis à retourner à la base pour récupération. Selon Forbes, ce drone est doté d'une armure épaisse pour protéger ses composants les plus vulnérables. Il est également équipé d'une caméra vidéo, permettant à un opérateur de voir où le drone se dirige, ainsi que d'une radio que l'opérateur peut utiliser pour donner des ordres. L'armée a apprécié sa facilité de contrôle, a souligné le ministre ukrainien de l'innovation Mikhailo Fedorov. Il a aussi noté que le drone a une bonne vision et un tir automatique de jour et de nuit. Où en est donc la Russie ? Le drone larguant la bombe H à Vovchansk n'est qu'un exemple parmi d'autres. L'Ukraine construit des flottes de petits véhicules terrestres sans pilote transportant des mines, des mitrailleuses et même des canons. Elle utilise ces drones pour percer des trous dans les défenses russes, sans avoir à se soucier de perdre un seul soldat dans les combats. La Russie ne combat plus uniquement les forces ukrainiennes. Elle affronte une armée de robots émergentes, difficile à repérer et à toucher, capable de dévaster les défenses si elle s'approche trop près. Et avec Vovchansk, l'Ukraine pourrait maintenant réaliser les véritables capacités de ses véhicules terrestres sans pilote innovant. Les mines et les petits explosifs ne sont que le début. Les épaves de véhicules dispersés dans le pays peuvent contenir des composants et réservoirs d'hydrogène utilisables pour percer les fortifications russes. Pourquoi ces véhicules terrestres sans pilote sont-ils essentiels pour l'Ukraine ? C'est la question clé à laquelle nous arrivons. Nous avons déjà évoqué quelques raisons. Les drones terrestres ukrainiens sont souvent très difficiles à détecter, beaucoup étant si petits qu'ils sont à peine visibles dans les hautes herbes et peuvent aisément se dissimuler dans les rangées d'arbres. Le manque de détectabilité permet à l'Ukraine d'utiliser ces drones pour coordonner des embuscades, comme à Vovchansk, et avec les drones de tranchée cette année, difficiles à détecter également. Signifie que les véhicules terrestres sans pilote de l'Ukraine sont d'excellents outils de soutien. Encore une fois, Vovchansk le prouve. Un drone s'est faufilé vers le bâtiment principal d'une usine chimique capturée, le détruisant dans une explosion avec les stocks de munitions russes et une position de tir clé. Cela seul a affaibli les troupes russes, stationnées dans l'usine. Ils ont dû affronter la perte de couverture, le manque de munitions et la panique alors que l'incendie s'intensifiait. Même si ces troupes ont réussi à se coordonner pour créer une défense contre ce qu'elles croyaient être une attaque imminente, le véhicule terrestre sans pilote les a trompés. L'assaut ukrainien est venu de l'autre côté du complexe.
L'Ukraine possède non seulement des armes pour percer les défenses russes, mais aussi pour détourner l'attention des soldats au sol. Les véhicules terrestres sans pilote ukrainiens équipés d'explosifs, combinés aux véhicules aériens sans pilote, aux mortiers et aux forces terrestres, représentent une menace sérieuse pour la Russie. Ils sont aussi menaçants vu leur faible coût de fabrication. Selon Reuters, les petits drones de Yev et Tnatok, pouvant transporter des mines et se dissimuler dans les hautes herbes, ne coûtent que 812 $ à produire. Cet argent couvre chaque composant, tous pouvant être construits et achetés grâce à l'aide militaire que l'Ukraine a reçue de ses alliés. Pour 1 million, l'Ukraine pourrait construire plus de 1230 de ces drones. Pour donner une idée, cela équivaut environ au coût de construction d'un seul missile longue porté Storm Shadow. Ces faibles coûts-là sont vrais pour pratiquement tous les drones que l'Ukraine utilise. À Koursk, par exemple, les troupes ukrainiennes utilisent de petits UAV, avec des grenades attachées à l'aide de colliers de serrage, pour attaquer des cibles de plusieurs millions de dollars dans l'oblast russe. Ces drones télécommandés ne coûtent que 400 $ à assembler. Les drones plus grands peuvent coûter plusieurs milliers de dollars, mais la tendance se poursuit. Il est bien moins cher d'assembler une mini-armée de drones que de construire un seul missile. Le rapport risque-récompense bascule massivement en faveur de l'Ukraine grâce à ses faibles coûts. Le 812 $ de Tnatok serait encore moins cher à fabriquer si la guerre ne faisait pas grimper le coût de ses composants. Si avant la guerre, un émetteur coûtait 2000 hryvnia, qui est la monnaie de l'Ukraine, il coûte maintenant jusqu'à 12 000, dit-il à Reuters. La multiplication des coûts par 6 pose problème, mais les véhicules terrestres sans pilote ukrainiens restent des options peu coûteuses. En ce qui concerne le rapport, les risques, récompenses, l'envoi d'une flotte de dizaines de VGU pour nettoyer les tranchées et détruire les chars permet à l'Ukraine d'infliger des dommages coûteux à la Russie, sans risquer la vie de ses habitants, ou utiliser les armes plus chères qu'elle reçoit de l'Occident. Voici une autre raison pour laquelle ces véhicules terrestres sans pilote révolutionnent le jeu. Ils protègent activement les troupes ukrainiennes. C'est l'opinion du chef du renseignement ukrainien, Kirill Obodanov, qui s'attend à ce que la prochaine phase de la guerre en Ukraine voit le développement de beaucoup plus de véhicules terrestres, sans pilote. Ces drones vont remplacer les soldats en première ligne, ces soldats se retirant probablement pour aider à contrôler les drones pendant qu'ils se dirigent vers leur cible. Lors de la conférence sur la stratégie européenne de Yalta en septembre 2024, Badanov a déclaré « Cette année, le nombre de ces systèmes robotiques va croître énormément, de l'ordre de dizaines. » La raison ? Le désir humain de ne pas mourir. Boudanov remarque que les gens hésitent naturellement à aller au combat, même pour défendre leur pays. Si vous pouvez envoyer un drone, 10 drones ou un soldat, vous choisirez toujours les 10 drones, a-t-il dit lors de la conférence. Cela pourrait indiquer les tactiques terrestres de l'Ukraine à l'approche de 2025. Malgré des pertes moindres que la Russie durant la guerre, l'Ukraine a tout de même perdu des dizaines de milliers de personnes. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a estimé le nombre à 31 000 soldats morts en février 2024. Le New York Times a apporté plus de précision quelques mois auparavant, estimant le nombre à 17 500 soldats ukrainiens morts, dans le cadre de jusqu'à 131 000 victimes. Cela représente environ un cinquième des 661 000 victimes que le ministère des Finances de l'Ukraine prétend avoir infligées à la Russie. Néanmoins, cela reste un nombre important, sachant que l'Ukraine est un pays bien plus petit, avec moins de soldats mobilisables. Cette nouvelle vague de VGU pourrait résoudre les problèmes de main-d'œuvre en Ukraine. Zelensky et ses stratèges peuvent désormais déployer des VGU pour soutenir ou parfois remplacer complètement les troupes au sol. Imaginez un petit groupe de drones, chacun transportant une des bombes à hydrogène de fortune vues à Vovchansk, détruisant les fortifications russes. Ils sont suivis par les mêmes drones équipés de mitrailleuses que l'Ukraine a utilisées pour nettoyer les tranchées. Ces drones ont déjà démontré leur résistance aux tirs de roquettes anti-chars et peuvent faire de nombreuses victimes russes. Le potentiel existe pour que l'Ukraine inflige de sérieux dommages aux positions russes à faible coût, et sans risquer la vie des soldats, elle peut les préserver pour des opérations plus complexes. Il faut aussi considérer les nombreuses modifications que l'Ukraine peut apporter à ces drones. Vous avez déjà vu plusieurs exemples dans cette vidéo. L'Ukraine possède des VGU pouvant transporter des mines et des bombes H artisanales. Ils peuvent équiper leurs drones de mitrailleuses automatiques et les utiliser pour surveiller les environs, permettant aux troupes d'avoir une meilleure vision de la situation à leur arrivée. Une vidéo Reddit révèle un potentiel encore plus grand. Le clip de 19 secondes montre plusieurs UGV équipés de canons puissants, accompagnés de drones armés de mitrailleuses. Il y en a aussi plusieurs qui ne portent aucune arme du tout. Au lieu de cela,
Ils ont ce qui semble être de grands compartiments, suggérant que l'Ukraine travaille à convertir certains de ces drones pour transporter du matériel aux soldats en première ligne. Utiliser un drone pour transporter du matériel est une énorme économie par rapport à un véhicule blindé, beaucoup plus coûteux à l'achat et à l'utilisation. Ces mêmes drones peuvent être utilisés comme brancards de fortune et mobiles pour transporter les blessés loin des lignes de front. Encore une fois, c'est un autre avantage pour l'Ukraine. Ces soldats en première ligne peuvent continuer le combat, après avoir chargé un camarade blessé sur un véhicule terrestre sans pilote, plutôt que de devoir le sortir eux-mêmes de la ligne de tir. Le point est que le potentiel est infini. Si les ingénieurs ukrainiens peuvent l'imaginer, il est fort probable qu'ils puissent le réaliser avec un véhicule terrestre, sans pilote. Et le plus inquiétant dans tout cela du point de vue de la Russie, c'est que l'Ukraine est parfaitement consciente de l'efficacité de ces drones terrestres. L'Ukraine teste activement des dizaines de nouveaux modèles de véhicules terrestres sans pilote. C'est ce qu'a déclaré Radio Free Europe, qui a parlé à Natalia Kuznetska de Bravo, une organisation gouvernementale. Bravo existe pour orienter les inventions privées vers l'armée ukrainienne, avec Kuznetska qui déclare qu'elle a accepté plus de 200 conceptions de véhicules terrestres sans pilote en avril 2024. Seul un quart de ces conceptions ont été testées, laissant environ 150 autres qui pourraient fournir à l'Ukraine des capacités militaires encore plus grandes. Ces efforts s'inscrivent dans l'investissement massif de l'Ukraine dans la production de drones. Il a déjà contracté plusieurs entreprises internes pour produire 1,5 million de drones pour son armée d'ici la fin de 2024. Le président Zelensky affirme qu'en 2025, l'Ukraine pourra produire 4 millions de drones annuellement. Considérant que la production de drones en Ukraine était pratiquement inexistante avant l'invasion de la Russie, ces chiffres montrent à quel point les véhicules sans pilote se sont avérés efficaces dans la guerre. Certes, les véhicules terrestres sans pilote ukrainiens font face à plusieurs problèmes qui révèlent leur faiblesse naturelle. La plupart fonctionnent sur des pistes ou des roues, par exemple, ce qui signifie qu'ils rencontreront des défis sur des terrains plus accidentés. Il existe des zones inaccessibles pour les véhicules terrestres sans pilote ukrainiens. Parfois, le pays peut contourner cela en déployant des drones à la place. Dans d'autres cas, l'Ukraine devra envoyer des gens. Il est possible de développer des véhicules terrestres, sans pilote, capables de naviguer sur un terrain difficile, de plus en plus marqué par les explosions de bombes. Mais cette utilité supplémentaire a un coût, ce qui signifie que l'Ukraine doit équilibrer ses dépenses avec les capacités perçues de ses drones. Toutefois, pouvoir déployer des véhicules terrestres sans pilote, là où c'est possible, offre à l'Ukraine une marge de manœuvre pour décider où envoyer des soldats et des machines pour faire leur travail. Nous ne pouvons pas ignorer que la Russie a identifié le potentiel des véhicules terrestres sans pilote dans le conflit. Radio Free Europe rapporte que des images montrant la Russie déployant en Ukraine des drones terrestres équipés de lance-grenades. Les drones peuvent être contrés par des véhicules aériens sans pilote, tout comme les véhicules terrestres sans pilote ukrainiens, si la Russie les repère à temps. Malgré ces désavantages, l'investissement massif de l'Ukraine dans les drones aériens et terrestres représente indéniablement une nouvelle terreur pour la Russie. Poutine, qui a misé sur la force humaine pendant la guerre, doit maintenant compter sur ses stratèges pour contrer ce qui semble être une armée de machines à venir, composée de centaines de milliers, voire de millions de drones. C'est un défi de taille pour une armée dont les tactiques semblent encore dater de la Seconde Guerre mondiale. Que pensez-vous des nouveaux processeurs graphiques d'Ukraine ? Seront-ils efficaces à une échelle plus large que les utilisations isolées mises en évidence dans cette vidéo ? La Russie va-t-elle trouver des contre-mesures adéquates ? Exprimez-vous en commentaire et merci d'avoir visionné cette vidéo. Allez maintenant voir comment les avions en papier de l'Ukraine détruisent l'armée russe. Ou cliquez sur cette autre vidéo à la place.